toujours la flamme. Baby, one love, my girl. Mon succès, c'est Issa qui me l'a donné. Mon avenir, c'est Issa qui me le rassure. On est tous ensemble, on est tous ensemble, on est tous ensemble, on est tous ensemble. On trouve Issa Mabafou, Sam Libreville, Yaoundé, Douala. Si tu veux réussir, mon ami, fais tes études. Je prends la parole dans cette sorte de gestuelle pour vous présenter les grandes articulations de notre travail dans le thème d'aujourd'hui. Facteur entravant la pratique de l'allaitement maternel exclusif chez les femmes allaitantes fréquentant le service de vaccination au centre médical d'arrondissement de Djelem. Nous avons effectué un travail qui s'articulera comme suit. Introduction, méthodologie, résultats et discussion, conclusion et suggestion. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. L'allaitement maternel exclusif est défini selon l'OMS comme la pratique de donner aux nourrissons que le lait maternel au cours des 6 premiers mois de vie sans aucun liquide ou solide, à l'exception des gouttes ou sirop contenant des vitamines ou sels minéraux ou des médicaments ne peuvent être administrés. D'après l'OMS, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'allaitement maternel exclusif permet de réduire le taux de mortalité néonatale et infantile et sauver environ 200 vies par an. Dans le monde, environ 1,5 million de nourrissons meurent chaque année en raison du manque de connaissances sur les avantages de l'allaitement maternel exclusif et les mauvaises pratiques de l'allaitement chez les nourrissons. En Afrique, plus spécifiquement au Sénégal, l'allaitement maternel est courante d'après l'enquête démographique de la santé. Au Cameroun, bien que l'allaitement maternel exclusif soit généralisé, on constate que 32% des nourrissons ont été mis au sein pour la première fois aux heures que précédait la naissance. Globalement, 60% ont été mis au sein pour la première fois ou des 24 précédant la naissance. Cependant, l'allaitement maternel exclusif reste encore non satisfaisante en dépit des politiques sanitaires mises en place. Beaucoup de facteurs sont associés à la non-pratique de l'allaitement maternel exclusif, en particulier les facteurs socio-démographiques et les facteurs socio-culturels. Pour mener à bien notre étude, nous sommes posés pour question principale. Quels sont les facteurs entravant la pratique de l'allaitement maternel exclusif chez les femmes allaitantes fréquentant le service de vaccination au centre médical de Djelem? Plus spécifiquement, quels sont les facteurs socio-démographiques et les facteurs socio-culturels entravant la pratique de l'allaitement maternel exclusif chez les femmes allaitantes fréquentant le service de vaccination au CMA de Djelem? Et quelles sont les pressions sociales influençant la pratique de l'allaitement maternel exclusif chez les femmes allaitantes fréquentant le service de vaccination au CMA de Djelem? Pour répondre à ces questions, nous sommes fixés pour objectif principal déterminer les facteurs entravant la pratique de l'allaitement maternel exclusif chez les femmes allaitantes fréquentant le CMA de Djelem. Pour mener à bien notre étude, nous avons mené une étude quantitative descriptive à vide transversale au centre médical d'arrondissement de Djelem. Notre étude s'est déroulée sur une période de 9 mois allant de octobre à juin. Nous avons utilisé une méthode d'échantillonnage non probabiliste car l'outil de collecte de données était remis aux femmes allaitantes fréquentant le service de vaccination au CMA de Djelem. La taille de notre échantillonnage était constituée des femmes allaitantes d'après la formule de l'ORS. Comme critère d'inclusion, nous avons inclus dans notre étude les femmes allaitantes fréquentant le service de vaccination au CMA de Djelem présentes lors de l'enquête qui ont accepté de participer à l'étude. Ces résultats sont similaires à ceux notés par Kobela qui affirme que 63,3% des mamans prévoyaient une alimentation mixte, 30% prévoyaient d'allaiter exclusivement au sein et 3,8% une alimentation mixte. Exclut tous les personnels ayant refusé de participer à notre étude ou ayant rempli partiellement notre guide d'entretien. Cela nous a permis de savoir qu'au service de néonatologie de l'hôpital régional de Bafoussam, il y a uniquement les personnels de sexe féminin, en majorité des sages-femmes, avec une tranche d'âge allant de 23 à 50 ans et une expérience professionnelle allant de 6 mois à 14 ans et une grande majorité de plus de 5 ans d'expérience. Mais malheureusement, uniquement 6 d'entre elles participant aux formations continues et spécialisées en néonatologie. Ces résultats corroborent avec celui de Mourinho et Paula
par les personnels soignants. Nous avons sur le respect des règles d'hygiène et d'asepsie par les personnels soignants et avait trouvé que la tranche d'âge majoritaire était de 28 à 40 ans, qui est une tranche jugée professionnellement active et opérationnelle. Nous avons également constaté qu'au service de néonatologie de l'hôpital régional de Bafoussam, les personnels soignants maîtrisent le respect des règles d'hygiène et d'asepsie lors de la manipulation des couveuses avant l'entrée du nouveau-né. Mais, en ce qui concerne le respect des règles d'hygiène et d'asepsie, pendant et après la sortie du nouveau-né, il présente beaucoup de lacunes. Car 12 personnels sur 14 ne faisaient pas le lavage systématique des mains pendant et après la manipulation des couveuses. Ils ne faisaient pas également le port des équipements de protection individuelle ni le nettoyage des surfaces internes et externes des couveuses. Il en ressort également qu'ils ne faisaient pas le nettoyage de l'incubateur directement après la sortie du nouveau-né et également ne faisaient pas la traçabilité. Ces résultats corroborent avec celui de Oliviera et collaborateurs qui, en 2020, avaient mené une étude sur le respect des règles d'hygiène et d'asepsie lors de la manipulation des couveuses par les personnels soignants. Monsieur le Président, arrivé au terme de notre étude, il faut noter que les personnels soignants exerçant en service de néonatologie de l'hôpital régional de Bafoussam maîtrisent les règles d'hygiène et d'asepsie lors de la manipulation des couveuses par les personnels soignants, mais présentent d'importantes lacunes lors de l'entretien de l'incubateur pendant et après son séjour. D'où l'importance de prioriser des formations et la sensibilisation du personnel soignant sur le respect strict des règles d'hygiène et d'asepsie lors du processus de soins des nouveau-nés, afin de prévenir les infections nosocomiales et assurer une prise en charge optimale de ces nouveau-nés. Honorables membres du jury, pour ne pas dire de peur de se tromper, nous voici arrivés au terme de notre présentation. Nous vous remettons la parole pour vos remarques, critiques et suggestions dans l'amélioration de la qualité de ce travail. Merci pour votre aimable attention. Éventuellement, je vais féliciter la candidate pour sa brillante présentation, l'utilité de la voix. On vous a demandé d'adopter la posture qui vous convient, vous devez rester debout. D'accord. Déjà, j'ai eu votre travail avec beaucoup d'intérêt. Vous avez décidé de travailler sur le respect des règles d'hygiène et d'asepsie lors de la manipulation de couveuses par le personnel soignant exerçant en service de néonatologie de l'hôpital régional de Bafoussam. Déjà, je voudrais que vous me dites un peu ce que vous avez décidé de chercher au service de néonatologie et d'asepsie. Parce que s'il faut qu'on aille plus loin, vous avez mené une étude qualitative, n'est-ce pas? Dans l'étude qualitative, comment était le choix de votre instrument de collecte? Vous avez fait un instrument de collecte qui était inclus dans l'entretien. Et une grille d'observation. Voilà, une grille d'observation. Voilà. Parce que lorsqu'on essaie de voir l'instrument de collecte de données, on ne voit pas, vous avez précisé que vous avez utilisé une grille d'observation. C'est ça qui a un peu attiré mon attention. Parce que dans vos objectifs, vous avez dit observer les règles d'optique générale, observer les règles d'hygiène et d'asepsie lors de la manipulation des couveuses par le personnel soignant. Mais lorsqu'on voit dans votre instrument de collecte, on voit que vous avez utilisé seulement la grille d'entretien. Je n'ai pas vu une grille d'observation, il y en a. Sauf que je n'ai pas fait attention. Voilà, donc s'il y en a, c'est que c'est bien. C'est ça qui a attiré ma attention. Je voulais bien savoir comment est-ce que vous avez observé et après utiliser une grille d'observation qualitative. Voilà. Et le guide d'entretien, c'était juste pour les caractéristiques socio-professionnelles. D'accord. Maintenant, si on va également plus loin au niveau de la méthodologie, voilà, au niveau de la méthodologie, si on va plus au niveau de la méthodologie, voilà, vous avez précisé les populations d'études. Voilà, vous avez dit la population cible, population de l'étude. Moi, j'aime souvent une façon qu'on présente ça. J'aime souvent qu'on présente population de l'étude. Dans la population de l'étude, vous précisez la population cible et la population source. Ouais, un peu.
Parce que quand on doit population d'études, on sait qu'on a deux types de population. On a la population cible et la population source. Parce que si vous avez précisé la population cible, mais on ne doit pas faire la population source. Voilà. Bon, maintenant, de toute votre étude, de toutes vos observations, qu'est-ce que vous avez pu identifier comme étant le problème dans ce service qui est lié aux règles d'hygiène, qu'on peut directement agir dessus en vue de résoudre le problème? Parce que c'est un problème qui est vraiment persistant. Pour les personnels, afin de leur permettre de mettre leurs connaissances à jour en ce qui concerne l'entretien des incubateurs. Mais d'abord cela, il faudrait que vous mentiez d'abord dans cette structure, discuter le suivant en général. Vous présentez les résultats de votre étude. Et maintenant, lorsque vous allez vous présenter les résultats de votre étude, vous allez maintenant discuter avec lui comment est-ce que vous allez vous y prendre pour améliorer la qualité des soins dans ce service, vous comprenez. Parce que moi, souvent, il y a des étudiants, lorsque vous finissez un travail aussi enrichissant comme celui-ci, vous ne rentrez pas même dans la structure présenter les résultats de votre étude. Vous amenez les personnes qui ont été ceux-là qui ont contribué à voir ce travail, à comprendre même que voilà ce que vous avez trouvé comme résultat et discuter avec eux pour améliorer les conditions de vie des patients qui sont dans ces services-là. Donc, c'est ce qu'il faudrait que vous le fassiez. Moi, j'ai juste quelques questions. Parce qu'on constate de plus en plus que la plupart des apprenants, dans leur thème de maîtrise par rapport les notions centrales, les concepts centraux de leur thème de maîtrise, je voudrais que vous nous définissiez ce que c'est que l'hygiène. Vous pouvez relever. Je vais vous poser mes questions une fois et vous allez répondre au fur et à mesure. Quand je vais terminer. Première chose, je voudrais que vous me définissiez ce qu'on entend par hygiène. Parce que votre thème, c'est le respect des règles d'hygiène. N'est-ce pas? Je voudrais que vous me définissiez ce que c'est que les règles d'hygiène. N'est-ce pas? Deuxième chose, l'asepsie. Que vous nous dites ce que c'est qu'une asepsie. Que vous nous fassiez la différence entre règles d'hygiène et asepsie. Et que vous nous définissiez l'infection nosocomiale. Commençons par ces trois questions. Monsieur, déjà, l'hygiène, c'est une approche plus large. Par exemple, le lavage de mains. L'asepsie est une approche plus spécifique qui consiste, c'est une approche plus spécifique, donc démarche active qui consiste à empêcher la pénétration des micro-organismes dans un environnement ou dans un corps. Une infection nosocomiale est une infection contractée en milieu hospitalier qui n'était pas présente pendant le séjour d'un patient et qui se manifeste au moins 48 heures après son séjour. J'avais néanmoins quelques observations à faire. Dans votre méthodologie de recherche, je n'ai pas vu la technique d'échantillonnage. Bon, monsieur, nous avons il y a une erreur lors de l'impression, mais notre technique d'échantillonnage est non probabiliste à choix raisonné. Choix raisonné, ça veut dire quoi choix raisonné? Parce que tous les participants n'ont pas la même chance commune et égale d'être sélectionnés. J'ai quand même constaté quelques erreurs, je ne sais pas si ce sont des fautes de saisie. Je pense que ça sera sans doute pas longtemps. Je vais faire les corrections dans le travail, je vais remettre ça juste après. Non, j'avais une question. Pourquoi dites-vous que c'est une enquête qualitative? Cette terminologie, pourquoi c'est qualitatif? Merci monsieur pour la question. Déjà, nous disons que c'est une enquête qualitative parce que cela consiste à décrire un phénomène. Est-ce que qualitatif veut dire décrire forcément? Nous voulons savoir ce qui se... Je suis base de quoi quand on dit quelque chose est qualitatif? Que l'enquête cible qualitative, je suis base de quoi? On se base également sur l'outil de collecte. Les variables collectives. Les variables qualitatives. Les variables qualitatives. Est-ce que dans toutes vos données, il y a eu quelque chose de qualitatif? Oui, monsieur. Parce que les résultats que vous avez présentés sont de nature quantitative. Vous avez dit tel nombre de personnes, c'est-à-dire sur 50 personnes que vous avez observées, n'est-ce pas? Tel nombre de personnes ont lavé les mains, ou bien tel nombre de personnes ont dit avoir assisté. Donc vous avez décrit de façon quantitative. Détermine la quantitativité des variables. C'est plutôt la nature, n'est-ce pas, des variables ou bien des données collectées par rapport aux variables. Vous comprenez? Si vous aviez par exemple dans le questionnaire ou bien dans la grille d'entretien demandé leur avis sur
Bon, par rapport à votre point de vue, quelle serait la démarche à suivre, ou bien quelle serait la marche à suivre lorsqu'il faudra encadrer ou bien prendre en charge un enfant? Maintenant, si elle décrit, elle donne son avis, par exemple, chaque participant a l'habitude d'écrire ou bien donne son avis personnel. C'est-à-dire vous allez recueillir peut-être 5 avis. Et puis maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle une analyse thématique pour recenser quels sont les avis qui se ressemblent le plus. Voyez, non? Vous faites comme une sorte de synthèse théorique. Voyez, non? C'est ça, la qualitativité. C'est ça qui est dans cette qualitative. Donc, en réalité, toutes les données que j'ai vues là, c'est quantitatif. Ce n'est pas parce qu'on observe un phénomène et qu'on décrit le phénomène de façon quantitative qu'elle revient dans le qualitatif. Quand vous décrivez déjà de façon quantitative, ce n'est plus qualitatif. La qualitativité réside dans les variables. Vous voyez, non? Parce que c'est ça, je parle. J'aurais été surprise si vous voyez les longs ongles, vous pouvez m'expliquer. Si quand une femme arrive dans la terre, avec vos ongles là, vous pouvez. Voilà, votre thème est très intéressant. Vous avez parlé de violence conjugale. On souffre beaucoup, beaucoup de femmes souffrent. Vous êtes mariés, vous êtes sur le coup d'être mariés. Voilà. Beaucoup de femmes souffrent de violence conjugale. Durant votre stage, dites-moi, quelle a été la cause principale des violences conjugales? Vous avez interrogé quelles étaient les différentes causes qui vous donnaient. Madame, l'autre collègue que nous avons principalement interrogé les personnels de santé. Ce qu'on appelait, et plus ils se mettaient en colère, et parfois ça se traduisait avec de la violence. Et secondairement, ils ont mentionné la difficulté financière parfois du conjoint. Ils ont dit que parfois, quand leur époux rencontre des difficultés au niveau du travail, ça se répercute sur leur relation à la maison. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent principalement violents. Vous comprenez quand la raison pour laquelle on dit souvent le premier travail d'une femme, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Donc, quand vous fréquentez là, non pas pour aller devenir une femme au foyer, non, vous allez sortir. Parce que quand vous sortez, vous épaulez aussi vos époux. Non, les épaulez pas. Non, elle est foirée. C'est normal qu'ils se mettent en colère. Ce n'est pas lui qui fait. C'est psychologique. Vous voyez ça en placement, ça prend cela en place. Merci pour cela. Et est-ce que vous avez essayé d'approcher ces différentes et de leur demander si elles trouvaient ça en fait normal d'être battues peut-être par leur conjoint pour quelque raison que ce soit. Et c'est là qu'elles nous ont expliqué que c'est qu'elles savent que ce n'est pas normal, mais on dit souvent qu'il peut se couper les doigts. Du coup, dans leur tête, c'est un peu c'est normal en fait. Peu importe où elles vont battre, elles seront battues. Du coup, c'est arrivé à un moment où quelqu'un de conseil que nous leur avons demandé, nous leur avons d'abord rappelé que ce n'est pas quelque chose de normal d'être battu par son partenaire. Et nous leur avons demandé d'identifier les principales causes et d'essayer d'agir dessus. Par exemple, pour la maman qui nous a dit que c'était principalement à cause des difficultés financières, nous leur avons conseillé d'envisager de mener une activité, même si c'est une petite activité qui pourra lui permettre d'avoir quelques revenus. D'accord, merci. Avant de continuer, je vais passer la parole à Madame Mapé pour vos évaluations. Merci mademoiselle Kitio Genfagalida pour votre brillante présentation. J'entrerai un peu plus en profondeur dans le document. J'apprécie déjà la qualité de ce dernier, sachant qu'il y a très peu de fautes de grammaire et d'orthographe. C'est bien rédigé. Mais lorsque j'arrive au niveau de votre liste de sigles, je vois à peine 6 éléments. Je me suis dit, pour un document aussi volumineux, ce serait surprenant qu'il n'y ait que 6 sigles. Je me suis donc permise de fouiller et il s'avère qu'il y a plein d'éléments qui figurent dans le travail, mais pas dans la liste. Il y a des acronymes, notamment au niveau que vous n'avez pas mentionné. D'accord. Il faudra voir dans quelle mesure vous voyez ce genre de détails. Je vais poser la première question. Et cette dernière, c'est de savoir quelles sont les raisons qui vous ont motivé à choisir ce thème. Parce que nous sommes d'accord, ce n'est pas courant, même si le phénomène de violence conjugale est assez récurrent. Ce n'est pas courant que des personnes soient attirées par la thématique. Donc, je voulais savoir quelles sont les motivations. Et surtout, je suis intéressée par les motivations scientifiques. Merci madame pour votre question. En ce qui concerne nos motivations, lors de nos stages, nous avons été confrontés à une femme enceinte qui s'est rendue à l'hôpital avec plusieurs éléments sur grossesse. Et après l'anamnèse, on lui a posé des questions, nous avons fait comprendre qu'elle avait été battue par son époux. Et c'est suite à ça qu'elle avait commencé à saigner. Lorsqu'on a fait l'échographie, on s'est rendu compte qu'on était face à un avortement incomplet. Et l'origine était plus
par le traumatisme qu'elle avait vécu. Et face à cela, nous avons fait la prise en charge comme célibataire, mais je me suis rendu compte que dans d'autres stages de femmes, je n'avais pas suffisamment reçu de connaissances durant ma formation qui pouvaient m'aider à accompagner cette femme-là. Parce qu'après la prise en charge médicale, on l'a laissée rentrer à la maison. On lui a pas particulièrement parlé qu'il y a des structures qui pouvaient l'aider. On avait essayé de la rassurer psychologiquement, essayer d'être empathique avec elle. On s'est juste limité à la prise en charge médicale et évacuer le reste du processus et la laisser rentrer à la maison. Et après ça, je me suis posé la question de savoir est-ce que la compétence de la sage-femme se résumait juste à ça? Est-ce que la sage-femme n'est pas venue aller au-delà de cette prise en charge obstétricale-là? Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que le problème s'attendait beaucoup de nous, du personnel de la santé publique dans la violence conjugale. Et c'est ça qui m'a motivé à aller à l'hôpital et essayer de voir quelles sont les connaissances du personnel qui est sur le terrain en ce qui concerne la violence conjugale. Alors, si on vous écoute. Ok. Très intéressant. Ça veut dire les violences conjugales peuvent mener à un avortement. J'ai bien dit, je n'ai intéressé par les explications scientifiques. En dehors d'avortement, quelles sont les conséquences qui peuvent découler des violences conjugales? Merci madame. Selon le point de vue en dehors des avortements, la violence conjugale augmente considérablement les risques de retard de croissance intra-utérine, les risques de traumatisme de la filière génitale, ça augmente également le risque de naissance prématurée. Ok. Le thème a deux pans, notamment le dépistage et la prise en charge. Je suppose que lors de la rédaction de ce travail, vous avez eu à vous pencher suffisamment sur les aspects. Je voudrais donc savoir, d'une part, comment est-ce qu'on peut dépister un cas de violence conjugale, et d'autre part, comment est-ce que s'effectue la prise en charge logistique d'un cas de violence conjugale. D'accord, madame, merci pour cette question. En ce qui concerne déjà le dépistage d'un cas de violence conjugale, il sera en fonction du type de violence que subit la femme. La violence physique, comme nous le savons, elle est celle qui est facilement observable. Elle ne se manifeste pas les griffures, les douleurs, on peut avoir les échymoses sur la peau, les blessures, les brûlures et bien d'autres. Mais il y a également la violence sexuelle qui est non négligeable et elle peut être détectée au moment de l'évaluation de la filière génitale. On peut détecter les traces de traumatisme. Et nous avons également la violence verbale ou psychologique qui est moins détectable mais qui peut être détectée par la l'anamnèse en fonction des questions qu'on pose à la gestante. Parce que les études ont mis en évidence que les femmes sont plus à l'aise pour se confier à leur personnel, au personnel qui les suit. Du coup, rien qu'en posant la question, ça peut ouvrir la patiente, ça peut permettre à la patiente de s'ouvrir au dialogue et de partager son expérience avec nous. Maintenant, en ce qui concerne la prise en charge, le rôle principal de la sage-femme est déjà de rappeler à la femme que les violences ne sont pas normales. Ce n'est pas normal qu'une femme soit battue par son partenaire. Et lorsqu'on lui a fait comprendre cela, on peut lui proposer des soutiens existants. Par exemple, la plupart des bourreaux de violences conjugales cherchent à isoler leurs victimes. Et on peut proposer par exemple un rapprochement des consultations prénatales pour lui permettre de sortir un peu de cet environnement. On peut lui proposer l'orienter vers des structures d'aide, notamment le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Et il y a également beaucoup d'ONG dans la ville et puis on pourra orienter cette femme-là. On peut également lui conseiller de rencontrer un psychologue s'il y en a un disponible dans les entreprises. Ok. Qui avez-vous enquêté? Nous avons enquêté auprès du personnel exerçant dans les services de consultation prénatale et de maternité de l'hôtel ici à la ville. Avez-vous rencontré des réticences? Quelques réticences. Au terme de votre étude, que pouvez-vous nous dire concernant les connaissances du personnel que vous avez enquêté sur le dépistage et la prise en charge des violences conjugales en contexte gestationnel? Madame, au terme de notre étude, nous avons remarqué principalement que les personnels en classe ne s'intéressaient pas particulièrement à la violence conjugale. Très peu dépistaient systématiquement les violences conjugales chez les femmes et peu avaient des connaissances suffisantes de la violence conjugale chez les femmes qui reçoivent. Bon, qu'est-ce que vous avez donc fait pour essayer d'améliorer la situation? Parce que normalement, après votre passage, on doit avoir une amélioration. Si vous allez vous trouver dans ce contexte-là et qu'après votre départ, c'est pareil, ça veut dire qu'en réalité, votre étude n'a servi à rien. D'accord, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'améliorer la situation? Madame, au terme des différents entretiens, nous avons essayé de discuter avec les personnels. C'est que tous n'étaient pas réticents de discuter avec nous, mais qu'ils ont accepté de nous écouter. Et nous leur avons partagé les recommandations de l'OMS. Nous leur avons expliqué en fait qu'il était de leur devoir de dépister les violences conjugales. Nous avons proposé
au terme de notre étude avec le mémoire corrigé, pour qu'elle puisse essayer de travailler avec les suggestions que nous aurons élaborées pour améliorer la pratique du personnel. Résumé, puisqu'on connaît il y a le thème. Le résumé, comme son nom l'indique, c'est juste une brève explication concernant ton thème, concernant les résultats que tu as obtenus, concernant la conclusion que tu tires de tes résultats. Dans le résumé également d'un travail de recherche, déjà en licence, on doit vous dire cela. Il ne faut pas mettre les références, même pas les références. Bref, ça doit avoir la structure IRET, qui veut dire introduction, résumé, introduction méthodologique, résumé et discussion. Cette structure-là n'est pas bien respectée dans votre résumé. Néanmoins, je vais vous poser quelques questions pour comprendre aussi votre travail. Pourquoi vous avez décidé de travailler sur ce thème? Merci monsieur pour votre question. Nous avons décidé de travailler sur ce thème parce qu'au courant de nos stages, nous avons reçu des femmes enceintes et victimes de violences conjugales. Combien de femmes? Au cours de nos stages de l'école, nous avons reçu 7 femmes victimes de violences conjugales. Et lors du stage de collège, nous en avons reçu 2. Et vous avez enquêté qui? Le personnel des services de consultation prénatale et de maternité. 2 semaines dans la consultation prénatale et 2 semaines dans la maternité. Et durant cela, nous avons pu malheureusement convaincre tout le personnel sur place. Parce que ça fait un problème. Déjà, tu fais quoi? Je vais commencer par. Pourquoi qualitatif? Notre étude était qualitative parce qu'il visait à identifier les connaissances du personnel en place en ce qui concerne les violences conjugales, notamment le dépistage et la prise en charge. Nous n'avions pas forcément de caractère de devoir dans notre étude. Vous avez utilisé quel outil? Un questionnaire. Un questionnaire. Honorable membre du jury, distingués invités, merci pour votre évaluation. Merci Madame la Ministre pour votre autorisation qui a tenu le timing pour 6 minutes, 10 minutes accordées. Bon, je vais passer la parole à votre encadreur pour qu'elle nous donne connaissance du travail. Merci, monsieur le jury. Cette parole, c'est une fois de plus. On va maintenant encore ici avec un sujet qui reste assez capital. On parle ici de la tuberculose. En réalité, pour un pays où le vaccin existe, le BCG dès la naissance, avec son aspect gratuit, c'est-à-dire le premier contact du vaccin pour l'enfant de son hôpital, on ne devrait plus être en train de parler de ce genre de problème de santé. Cependant, on a fait face à des constats bizarres. C'est vrai que dans chaque État, on a toujours des personnes hors la loi qui ne respectent pas les normes. Et dans ce cas, ils sont obligés d'être retenus dans une prison en tant que détenus. Maintenant, le fait qu'ils soient prisonniers ne devrait pas, ne signifie pas qu'ils sont à l'abri du sang ou alors de la santé. Beaucoup entrent en prison sans avoir un problème de santé. Mais en prison, ils ressentent un problème de santé. Ce qu'on observe donc, des personnes bien portantes qui sont retenues en prison et quelques temps après, ils développent la tuberculose. Et pourtant, lorsqu'on entre dans les textes propres aux prises en charge de la santé, ils ont droit aux soins supportés par le bénéficiaire en question. Ils ont droit à une bonne prise en charge similaire. Maintenant, quand on regarde ce qui expose à la tuberculose, on voit le fait que les gens vivent regroupés dans un même endroit, l'humidité. Mais cependant, s'ils sont serrés dans une cellule et il y a l'humidité, mais il n'y a pas d'argent par deux, ils ne pourront pas faire de la tuberculose. Mais bizarrement, ils entrent et puis ils entrent dans la tuberculose. Pourquoi? On va comprendre que les mesures sanitaires ne sont pas prises en prison. Il y a peu qui est négligé et aucun viennent étant malade et contaminer ceux qui ne sont pas malades. C'est ainsi qu'on peut investir des décès en prison.
Déjà même que parfois, bon nombre ne sont pas encore jugés, et parfois même sont en prison, pas forcément parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Dans cette étude, nous permet donc de faire face à cette réalité. Les personnes qui sont venues en prison, et puis quelques temps après développent les symptômes de la maladie, et peut-être d'autres pas. Et on a dégagé dans 5% en termes de pourcentage des personnes étant porteurs de la tuberculose, et pourtant, dans les entrées de maison, on peut plus savoir si ils sont malades ou pas. Voilà un peu l'intérêt de ce travail. C'est ça que nous avons mis dans ça. Non seulement sur la prévalence de cette tuberculose, et en plus également de la symptomatologie de santé. Question de rentrer dans cette pylône. Au cas où vous n'avez pas l'argent pour prendre soin de cette dépression, si vous voyez quelqu'un avec des fatigues, des sueurs nocturnes la nuit, des transpirations bizarres, veuillez à mettre cette personne à l'écart parce qu'en fait, il est en train de dégager les symptômes de tuberculose. Et ça peut devenir une situation qui prend en compte tout le pénitencier et ça sera au niveau local. Et ça peut devenir comment je vais dire, propre à cette prison et qui seront obligés de faire coûter, donner des coûts financiers à ces lieux pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des personnes. Voilà l'idée du sujet. Merci bien, Madame Toutois. Passer la parole à qui, dans son objectif, serait pas d'aller dans le même sens de montrer le niveau de ton travail. Ok. Merci pour la présentation. Et au niveau des suggestions, je dis améliorer les conditions de vie des prisonniers à l'égard de l'alimentation. Vous devez bien savoir le rapport qu'il y a entre l'alimentation des prisonniers et la fréquence de la tuberculose. Quel est le lien que tu fais entre l'alimentation et la tuberculose? Lorsque les prisonniers entrent en contact avec le virus, étant donné que le système immunitaire est faible, l'organisme ne produit pas des anticorps pour lutter contre le pathogène. L'alimentation ici rend le système immunitaire faible. Donc, cause d'exposition à la tuberculose. Pensez que si les prisonniers sont bien nourris, le système immunitaire, ils seront dans la question. Si, monsieur, mais le risque sera réduit. Le risque de quoi? De développer la maladie. Je veux prendre l'exemple. Si je suis un prisonnier atteint de la tuberculose, et que j'entre dans la prison là maintenant, ça va? alors, je peux donc le lien avec l'alimentation. Si tu es bien nourri à l'intérieur, moi venant de l'extérieur, je suis malade. Monsieur, ici là, les prisonniers que vous avez rencontrés et que vous êtes susceptibles de leur transmettre la maladie, leur organisme pourra développer des anticorps qui pourront lutter contre, qui pourront empêcher le développement du pathogène. Donc vous êtes en train de dire que l'alimentation constitue un anticorps. Plus nous sommes bien alimentés, plus notre système immunitaire ne parle contre certaines activités. Cette suggestion-là, c'est assez simple. C'est simple comme suggestion à faire. Ok, au terme de notre étude, après avoir la fréquence et la qu'est-ce que nous peut-être nous conseille de pas besoin de temps à quoi est-ce que nous conseillons de simplement Merci d'avoir participé. Bon, pour nous qui sommes présents dans cette salle, il peut arriver, on ne sait pas, que nous commettons un crime et que nous nous retrouvons dans la prison, à la prison.
Là alors, nous devons déjà connaître les caractéristiques de la tuberculose. Et ça nous permettra de dénoncer d'abord les personnes suspectes. Quelles sont cela? La fatigue générale, la toux, les transpirations nocturnes. Et étant donné que la prison est une manifestation de la tuberculose, par le fait que les prisonniers vivent en promiscuité permanente. Donc ils sont toujours, ils sont surpeuplés. Nous avons constaté que dans les prisons, nous pouvons avoir 30 prisonniers dans une cellule. Une cellule qui n'est constituée que de 5 petits, mais ils sont 30. Et là, ça favorise la conception. Si je vais donc, je dis que tu as fait le constat. Le thème est très intéressant parce que c'est difficile d'avoir accès aux prisons. Si tu as pu avoir accès aux prisons, tu as fait ce constat. La suggestion assez simple que tu dois faire, c'est donc réduire, pas réduire le prisonnier. Réduire le nombre de prisonniers par cellule. Quand tu nous parles de l'alimentation qui n'a rien à voir. Deuxièmement, si je fais des observations de forme, je vais remarquer quand même qu'il y a beaucoup de choses par rapport à la candidate, mais au niveau de la bibliographie, il faut beaucoup de méthodologie de malade. Quels sont les éléments de la bibliographie? Comment est classée la bibliographie? Le nombre de lecteurs. Comment est classée la bibliographie? Toi, tu dirais dans les détails. Dans les bibliographies, on va d'abord ouvrage, et ça vient des ouvrages, on va voir le nom des auteurs suivis. Et c'est ce que tu as fait. Tu nous as plaqué tout. On ne sait pas si c'est un ouvrage, si c'est un article. Tout est là. Tout est ordonné. Ouvrage, tu classes d'abord. Article, tu classes. Et même au niveau des ouvrages, on ne sait pas si quel est le nombre de pages. Si tu as mis, peut-être c'est Madame Mourita de Lucha, c'est marrant. Bon, monsieur, ici, nous avons découvert les références de façon automatique. Dans la table, on mentionnait bien les pages, le titre du document, nom de l'auteur. Donc, à la fin, nous avons dû résumer de façon automatique. Bon, allez, quand tu dois respecter la méthodologie, même pour qu'on enseigné, ça fait partie de la soutenance. Merci, madame. La majorité des femmes anciennes. Et pendant qu'on parce que le niveau d'éducation que le savant se fait à la maison, sans la présence de l'enseignant qualifié. Que tout a commencé, la femme elle ne se sentait pas bien, elle avait les céphalées, tout ce qu'il allait. Et puis ils se sont rendus plutôt chez la grand-mère. La grand-mère a préparé certaines décoctions. Après, la grand-mère a préparé certaines décoctions et puis la femme a consommé. Ce qui a favorisé, ce qui a entraîné maintenant. Et la grand-mère était consciente de l'état de grossesse de sa petite fille. Parce qu'il y a tous ces facteurs-là qui entrent en jeu. Est-ce que je sais que je suis enceinte? Est-ce que je vais prendre des médicaments parce qu'on a prescrit et que je n'ai pas acheté dans cet hôpital? Dans vos propos, par exemple, vous avez émis le fait qu'une était malade, elle est allée dans un centre de santé pour acheter des médicaments. Désolée si je dis ça, mais elle est allée dans les pharmacies. Bon, là, elle a décidé elle-même, puis elle a allé prendre ce qu'elle voulait. D'accord. Et le thème portait sur fréquence des facteurs favorisants. Oui, vous avez trouvé quelle fréquence? Pour quel facteur? Quels sont les facteurs que vous avez retrouvés et à quelle fréquence? Merci madame pour la question. Déjà, pour les facteurs sociodémographiques, dit que les femmes enceintes plus jeunes sont plus susceptibles à retrouver à l'autorisation. Donc vous voyez, là ça rejoint alors la remarque que j'ai faite quand M. Tasson était en train de vous interroger.
Vous n'avez pas travaillé sur les vacances. Vous avez travaillé sur les facteurs favorisants. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez plutôt travaillé sur les facteurs favorisants et non sur les frais, non sur les vacances. Parce que tout compte fait, une fois que vous repérez, ou bien une fois que vous identifiez tous ces différents facteurs-là, vous êtes obligé de les quantifier. Parce que vous n'avez pas travaillé chez une seule personne. Dans toute votre population d'études, quelle est la fréquence de personnes intéressées par tel facteur ou la fréquence des personnes qui sont soumises, je ne sais pas, à un facteur X ou Y. D'accord? Votre travail est bien fait quand même, ça on va l'apprécier, mais reformuler le thème, que le thème soit en accord avec le contenu de votre travail. Et vous pouvez faire ça. Bon, on va passer à la prochaine candidate. Madame ou mademoiselle? Mademoiselle Ondobo Peka Stéphane. Vous pouvez y aller. Bon, bonjour. Mademoiselle Ondobo Peka Stéphanie, votre travail porte sur connaissance et attitude des personnes âgées de 40 ans et plus fréquentant l'hôpital régional annexe de Tchang sur les moyens de prévention des AVC. Vous avez 7 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre travail. Merci Madame la Présidente du jury de m'avoir passé la parole. Madame la Présidente du jury, honorable membre du jury, chers parents, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Institut universitaire et stratégique des Lestuaires pour le cadre d'expérience de notre mouvement d'initiation à la recherche, option sciences infinies, en vue de l'obtention de l'offre de licence professionnelle, dont le thème porte sur connaissance et attitude des personnes âgées de 40 ans et plus fréquentant l'hôpital régional annexe de Tchang sur les moyens de prévention des AVC. De ce fait, ce travail a été élaboré et s'articulera comme suit: introduction, matériel et méthode, analyse et suggestion, conclusion. Sans plus tarder, entrons dans le sujet. L'AVC est un accident vasculaire cérébral dû à une obstruction ou à une rupture partielle ou totale d'un artère, empêchant l'aspiration sanguine de se faire au niveau du cerveau. Selon l'OMS, en 2008, 6,2 millions de personnes sont décédées dans le monde suite à un AVC. Et en 2019, 12,22 millions de personnes ont eu un AVC dans le monde. Pour de constater cela, nous nous sommes proposés de mener une étude sur les connaissances et attitudes des personnes âgées de 40 ans et plus fréquentant l'hôpital régional annexe de Tchang sur les moyens de prévention des AVC. Pour mieux élaborer notre travail, nous sommes posés pour question principale: quelles sont les connaissances et attitudes des personnes âgées de 40 ans et plus fréquentant l'hôpital régional annexe de Tchang sur les moyens de prévention des AVC? Plus spécifiquement, quelles sont les connaissances de ces personnes âgées de 40 ans et plus venues en consultation à l'hôpital régional annexe de Tchang sur les moyens de prévention des AVC? Quelles sont les attitudes des personnes âgées de 40 ans et plus reçues à l'hôpital régional annexe de Tchang sur les moyens de prévention des AVC? Pour répondre à nos questions, nous nous sommes fixés pour objectif général d'évaluer les connaissances et attitudes des personnes âgées de 40 ans et plus reçues en consultation à l'hôpital régional annexe de Tchang sur les moyens de prévention des AVC. Plus spécifiquement, de décrire les données socio-démographiques, d'évaluer les connaissances, d'apprécier les connaissances des personnes âgées de 40 ans et plus reçues en consultation à l'hôpital régional annexe de Tchang, d'apprécier les attitudes des personnes âgées de 40 ans et plus reçues à l'hôpital régional annexe de Tchang sur les moyens de prévention des AVC. Pour mener à bien notre étude, nous avons fait une étude quantitative à visée descriptive. Notre état d'échantillonnage était de 113 personnes. Nous avons inclus dans notre étude toutes personnes âgées de 40 ans et plus reçues en consultation à l'hôpital régional annexe de Tchang, possédant toutes les facultés mentales et acceptant de répondre au questionnaire. Nous avons exclu dans notre étude toutes personnes âgées de 40 ans et plus
fréquentant l'hôpital régional Alex Etienne, ne possédant pas toutes les facultés mentales et refusant de répondre aux questionnaires. En somme, tous les aspects éthiques ont été respectés. Cette analyse nous a permis d'obtenir les résultats suivants. Sur 70 patients obtenus, 51% étaient de sexe féminin, contre 19% de sexe masculin, conformément au résultat des 4 règles. Dans son étude faite en 2016 à Conakry, qui a prouvé que sur 144 malades obtenus, 52,8% étaient de sexe masculin. Nos résultats peuvent s'expliquer par le fait que nous, on étudiait sur les connaissances et attitudes des personnes âgées de 40 ans et plus, alors que Katouré étudiait sur le taux de mortalité des personnes hospitalisées. Nous avons 20% ont affirmé avoir déjà entendu parler d'un AVC chez leurs amis, ce qui concorde avec l'étude de Dan Alter Christian, qui a prouvé qu'à 27,17% des répondants avaient déjà entendu parler d'un AVC chez ses connaissances. Pour cela, nos études peuvent s'expliquer par le fait que l'évaluation de la connaissance et l'information n'est pas assez fréquente au Cameroun. Plus spécifiquement, nous avons constaté que 60% des personnes ne pratiquent pas d'activité physique, ce qui concorde avec l'étude de SOMO qui a prouvé que 70,14% des personnes ne pratiquaient pas l'exercice physique. Nous constatons que l'exercice physique est un facteur de risque d'un AVC. Pour atteindre Arrivé au terme de notre étude, il faut noter que les facteurs sociodémographiques, les connaissances insuffisantes des moyens de prévention des facteurs favorisant les risques d'AVC chez les personnes âgées de 40 ans et plus fréquentant l'hôpital régional annexe Etienne. À la lumière de ces réflexions et dans le souci d'apporter une contribution à l'éducation des personnes âgées de 40 ans et plus sur les moyens de prévention des AVC, le temps imparti a limité notre travail et la réticence de certains patients ont aussi ralenti notre étude. Parvenus au terme de notre présentation, nous laissons notre devoir à votre écoute pour plus de remarques critiques et suggestions. Merci, M. le Président. Madame la Présidente, merci, cher. Vous avez été très cohérent et aussi merci pour le respect du temps imparti. Je vais donc laisser le soin à M. Tasson d'aborder ces différentes remarques. Merci pour la parole passée, Madame la Présidente. Madame Andobo, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans la main noire collecter pour travailler là-bas? Parce que lors d'un de mes stages, j'ai eu à effectuer un stage à la main noire et là-bas il y a un service particulier pour les personnes atteintes de l'AVC et c'est où j'ai constaté qu'on rencontre plus de personnes qui ont des AVC, qui font des AVC. Je me suis posé la question que bon, pourquoi il y a tant de personnes qui ont les AVC de nos jours? Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'au Cameroun, les AVC tuent plus que les accidents de la circulation. D'accord, c'est bon. Vous avez parlé ça voudrait dire que vous êtes parti à l'annexe régionale à Tchang, précisément à l'unité qui gère les personnes atteintes des AVC et collecter les données. Ça veut dire que là, le thème change. Là, maintenant, vous devez plutôt dire âgé de 40 ans et plus souffrant de l'AVC ou bien victime de l'AVC. J'ai formulé mon thème comme ça, c'est parce que lors de... J'ai remarqué que les gens... Tel qu'on regarde sur votre thème, ça veut dire que vous prenez tout le monde pour enquêter. Maintenant, tel que vous me dites maintenant, sauf si vous avez oublié de dire la vérité et que le travail c'est le mensonge. Jamais, monsieur. Moi, j'ai fait ce thème, c'est pour étudier. J'ai vu que dans nos centres, on ne parle pas assez
des AVC. On va continuer. J'ai constaté que dans nos centres, on ne sensibilise pas assez sur les AVC et les gens attrapent tous les AVC parce qu'ils ne connaissent pas les facteurs favorisant les AVC. C'est pour ça que j'ai voulu mener une étude. D'accord. Vous vous accentuez sur l'aspect connaissance et attitude simplement. Pourquoi vous ne parlez pas de la pratique? C'est pas important de la pratique. C'est important de... Mais pourquoi vous... C'était votre but. Vous ne pensez pas que l'étude a aussi l'intérêt de montrer si quand même la minorité de ceux qui ont des bonnes attitudes pratiquent effectivement peut-être l'activité sportive ou bien réduisent la consommation d'alcool ou bien de tabac. D'accord. Introduction au sommet, je vois ça à la page 13. J'ai cherché la page 13 à l'introduction, ce n'était pas ça. Remerciement à mes parents, d'accord, mais vous les avez encore fait la dédicace, vous choisissez un, vous laissez l'autre. Justement, madame, c'est un virus qui cause le cancer du col de l'utérus et plus serre. Et quels sont les moyens de prévention? La prévention se fait sur 3 plans. Il y a la prévention primaire qui réside sur la vaccination des jeunes filles de l'âge de 9 à 13 ans. Les jeunes filles, elles sont pas de l'âge. Oui. Les jeunes filles de 9 à 13 ans qui n'entretiennent pas encore de rapport sexuel. Sur le plan secondaire, on a le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses. Et sur le plan tertiaire, on a le traitement du cancer en lui-même avec les soins. Ce sont les soins palliatifs. Est-ce qu'il y a vraiment un traitement? On administre que c'est les soins palliatifs. Bon, quand c'est au début, c'est encore possible. Avec la chimio, Ok, merci madame. Si je vais madame, continuer avec le même exercice. Je tiens à féliciter la candidate pour la brillante présentation. J'ai quelques remarques à faire. Un résumé se fait en plusieurs paragraphes. Le résumé se fait en plusieurs de la littérature, en quelques lignes. On doit voir également votre méthodologie, les résultats et une conclusion. Vous devez ressortir ça en différents paragraphes. Nous allons partir à la page 4. J'ai un petit problème avec vos questions spécifiques. Je n'arrive pas à comprendre. Question spécifique 1. Quelles sont les connaissances des femmes fréquentant la clinique médicale Ange Clément sur les caractéristiques socio-démographiques des répondants favorisant la survenue du cancer du col de l'utérus? C'est-à-dire, vous voulez savoir les connaissances des femmes sur les caractéristiques socio-démographiques. Ça fait quoi? Quel est le lien? Si elles connaissent les caractéristiques socio-démographiques, qu'est-ce qui entre dans les caractéristiques socio-démographiques? Voilà, vous voulez connaître, vous voulez évaluer la connaissance des femmes sur le fait qu'elles connaissent les caractéristiques socio-démographiques. Vous faites quoi? Et voilà, vous avez mal formulé. Effectivement. Ça devait être quelles sont les caractéristiques socio-démographiques des répondants sur les mal formulé. On a la page 25. Vous avez dit que vous avez mené une étude quantitative et descriptive à visée transversale. Vous avez mené une étude quantitative, descriptive à visée transversale. Ça veut dire quoi? La page 25. Ça veut dire que l'étude quantitative à visée transversale, ça veut dire que nous avons mené une étude avec une population, avec une grande population, et aussi le fait qu'on avait pas pris rendez-vous avec la femme, avec les femmes, on avait 50 on donnait le questionnaire. Est-ce
est-ce que vous avez effectué des analyses? Vous avez utilisé quel logiciel pour faire vos analyses? Est-ce que vous avez effectué des analyses? Après avoir récupéré les questionnaires, j'ai fait le découpage à la main. Puis j'ai utilisé Excel. Ça veut dire que vous avez pu utiliser le logiciel pour effectuer les stats? C'est bien ça. Bien, comme ma collègue a si bien dit, vous avez parlé d'un sujet très intéressant, une pathologie silencieuse qui affecte de nombreuses femmes. Vous avez parlé du cancer du col de l'utérus. J'aimerais savoir, bon alors j'aimerais que vous informiez le public comment est-ce que le dépistage du cancer du col de l'utérus se passe. Donc, le dépistage se fait par un processus. Genre, quand vous arrivez à l'hôpital, on vous enregistre les comédies, puis on vous fait un prélèvement un peu comme un PCB. On vous prélève l'exopode et l'amopode. Pour rechercher le cancer du col de l'utérus. On recherche le cancer du col de l'utérus. Quel est le prélèvement? Oui, on prélève où? On prend le parti. Bon, si c'est que il y a déjà les signes et symptômes au niveau du corps. Déjà, il y a déjà les lésions. On peut prélever. Parce que s'il y a une lésion, ça ne veut pas forcément dire que c'est le cancer du col. Donc on va prélever une partie et envoyer en biopsie, faire l'examen, rechercher, faire un test à la suite, ou ma papillomavirus. S'il est présent, on procède. Ok. Quel type d'autre examen? On peut encore faire quel autre examen? On peut faire le curettage endovaginal. C'est médical. On recherche le cancer du col. C'est au niveau du col. Vous avez parlé de la coloscopie, la biopsie et un test à la suite. Félicitations à toutes les candidates. Nous allons délibérer. Après concertation entre les membres du jury, nous avons désigné les candidats suivants et accepté leurs travaux avec les mentions que je vais mentionner donc Madame Boudé, Moifo et Mérance. Travail à accepté. Vous avez déjà accordé la mention très bien, félicitations. Ok. Pour la candidate Jonzo Leslie Patricia. Oui, travail à accepté. Mention très bien. Félicitations. Madame Joadze Judith, travail a été accepté avec une mention très bien. Félicitations. Candidate Juka Hélène Niki, le travail a été accepté avec une mention très bien. Et la dernière candidate, Dieu Stella Noël. Le travail a été accepté, mention très bien avec félicitations. Ok, merci. Bien. Il faut y croire, il s'en y a plus de joujou. Docteur Foya le buzz, que tu fasses santé. Génie civil commercial, tous les filières sont là-haut. Elle reste la meilleure si Douala Yaoundé, Bafoussam Gabon. Il s'en met disponible, pas besoin de parler si on est calé. UES invincible, c'est Issan qui me l'a donné. On a venu, c'est Issan qui me le rassure. On est tous ensemble, on est tous ensemble, on est tous ensemble, on est tous ensemble.
Nous sommes arrivés le matin, tout s'est bien passé, l'accueil parfait, et la soutenance s'est déroulée dans les bonnes conditions. Moi particulièrement, j'ai une mention très bien avec appréciation du public. Donc, je vous recommande l'INSAM pour toutes vos formations. Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour les cadres de soutenance de licence. Moi particulièrement, j'ai soutenu sur... Mon thème était les facteurs favorisant les complications du cursus. J'ai eu mention très bien, plus appréciation du jury. Bon, tout ce que je peux dire, c'est de recommander INSAM à mes cadets académiques, car c'est une école de référence. Merci. Déjà, je remercie tout le monde pour cette journée mémorable. Nous sommes là aujourd'hui pour les présentations de nos soutenances de formation à licence à l'Institut Université Stratégique de l'Estière. Déjà, je suis étudiante en kinésithérapie niveau 4 et cela fait 4 ans exactement que je suis là. Déjà, je pourrais juste remercier tous nos enseignants pour leur conseil et au cours de ces 4 ans de formation.